Avant de commencer, il est fortement conseillé aux spectateurs d'exercer leur discernement. Ce qui suit est présenté à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit de la transcription officielle du témoignage en cours, au 14e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Personne dans la salle d'audience n'était préparé à ce qui allait se produire. Lorsque le juge appela le témoin suivant, une vague d'incrédulité traversa la pièce. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle alors qu'une silhouette grande et familière avançait lentement. Ce n'était pas un producteur musical, ni un ancien protégé. C'était Brad Pitt. Oui, Brad Pitt. L'un des acteurs les plus reconnaissables au monde. Une icône d'Hollywood. Un homme qui, durant des décennies, avait soigneusement protégé sa vie privée derrière un rideau d'élégance discrète. Et pourtant, le voilà, marchant dans la salle d'audience, sous serment, prêt à révéler quelque chose qu'il avait gardé enfoui depuis des années. Ce qu'il allait confesser allait bouleverser non seulement la cour, mais aussi le monde entier. Il parla de douches privées au sous-sol de Diddy, de dîners rituels où personne ne portait rien, d'accords silencieux, de caméras cachées, et d'une étrange fraternité dans laquelle il disait avoir été entraîné sans consentement. Ce n'était pas une affaire de célébrité. C'était une question de pouvoir et de contrôle. Et pour la première fois, Brad Pitt était prêt à en parler. La salle resta figée. Aucun mouvement, aucun murmure, juste un silence lourd et irréel. Lorsque le juge prononça son nom au Bradley Pitt, cela semblait irréel. Même la sténographe hésita un instant. Puis, la porte du fond s'ouvrit et il entra. Pas de garde du corps. Pas de lunettes de soleil. Juste Brad Pitt, vêtu d'un costume gris sobre, la tête légèrement inclinée, le regard impénétrable. La prestance de star avait disparu. Ne restait qu'un homme alourdi par quelque chose de bien plus pesant que la célébrité. Il s'assit calmement, ajusta le micro, et pendant un long moment, il ne fit que respirer. Quand enfin il parla, sa voix était basse, mesurée, presque douloureuse. Je n'ai jamais imaginé devoir parler de ça. Pas ici. Pas comme ça. Le procureur hocha doucement la tête. Monsieur Pitt, quand avez-vous rencontré Sean Combs pour la première fois? Brad leva les yeux. En 2018, à une soirée post-Oscar à Beverly Hills. Il est venu me voir, a dit qu'il admirait ma manière de rester discret tout en étant omniprésent. J'ai ri. Lui non. Il décrivit une conversation qui, au départ, semblait inoffensive. Deux titans venus de mondes différents échangeant des idées. Puis vint l'invitation. Tu devrais passer chez moi un de ces soirs. Juste entre hommes. Des vrais. Brad hésita, mais la curiosité l'emporta. Une semaine plus tard, il se rendit dans le manoir de Diddy à Los Angeles. Il était tard. Diddy l'accueillit en pyjama de soie, disant qu'il ne croyait pas au bavardage après la tombée de la nuit. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je suis resté. L'ambiance, dit-il, était enivrante. Pas à cause de l'alcool, mais à cause de la manière dont la maison était agencée. Couloirs sombres, encens brûlants, miroirs inclinés bizarrement, musique qui tournait en boucle sans jamais se résoudre. Je me sentais comme dans un rêve, un mauvais rêve. Et pourtant, je ne suis pas parti. Cette nuit-là, dit-il, a tout changé. Ce fut le début d'un schéma qu'il passerait des années à essayer d'oublier. Je me suis dit que c'était juste bizarre. Peut-être son style. Mais ce n'était pas du style. C'était autre chose. Je n'ai toujours pas de mots pour ça. La salle resta figée. Aucun murmure, aucun mouvement. Juste le poids de la vérité, qui se libérait enfin. Brad inspira profondément, comme si les mots suivants risquaient de déchirer quelque chose qu'il avait passé des années à refouler. Ce soir-là, il m'a conduit dans son sous-sol. Il jeta un regard en direction de la table de la défense, où Diddy restait impassible. Je m'attendais à une cave à vin, peut-être une salle de projection. Mais à la place, j'ai découvert un espace rituel. C'est le seul mot qui me vient. Une douche vapeur incrustée dans le mur, des bougies allumées, des tapis épais, des miroirs sur chaque surface. Tout semblait mis en scène, comme un décor pensé pour quelque chose qu'on ne devait jamais nommer. Diddy lui tendit un verre de liquide ambré et dit, « Tu y es arrivé. Maintenant, nettoyons ce qu'il reste de l'homme que tu étais. » Brad fixa les jurés. Je n'ai compris que lorsqu'il a commencé à se déshabiller. Il m'a demandé de le rejoindre sous la douche.
Un murmure de stupeur parcourut la salle. J'ai dit non. Il a souri et a répondu, c'est juste de l'eau. Fais-moi confiance. Il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas forcé. Mais la pression était là. Silencieuse. Pesante. La voix de Brad trembla. J'y suis allé. Je suis resté sous l'eau avec lui, tandis que le personnel de maison déambulait sans bruit à l'extérieur. Sa famille était à l'étage. Ce détail-là, je ne l'ai jamais oublié. Sa famille était chez lui. Il précisa qu'il ne s'était rien passé de sexuel, mais que la confusion émotionnelle, la vulnérabilité, la suggestion d'intimité, c'était pire encore. Il murmurait, c'est comme ça que les rois se reconnectent. Tu es en sécurité maintenant, avec moi. À ce moment-là, il se sentit détaché de lui-même. Ils restèrent ainsi presque 10 minutes sous l'eau chaude, en silence, avec pour seul son les gouttes et son cœur affolé. Lorsqu'ils se séchèrent, Didi lui tendit un peignoir et lui dit de revenir quand il voudrait se sentir réel à nouveau. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Et pourtant, j'y suis retourné. Sa voix baissa encore. Parce que quand on entre dans ce monde, on n'en ressort pas intact. On n'en ressort pas propre. Le jury semblait secoué. Certains spectateurs essuyaient leurs larmes. Du côté de la défense, Didi ne bougeait pas, mais ses jointures, serrées contre la table, étaient devenues blanches. Brad resta silencieux un moment, le regard perdu dans le vide, fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Quand il reprit la parole, sa voix était changée. Vide. Presque absente. Il y avait des dîners, dit-il doucement. Pas dans des restaurants. Pas lors de premières. Derrière des portes closes, chez lui. Dans un silence total. La première invitation arriva dans un parchemin doré. Aucune date. Juste une heure, et une phrase manuscrite, vient sans rien. Repart sans rien. Brad arriva au manoir. Il fut immédiatement conduit à travers la cuisine, puis le long d'un couloir qu'il n'avait jamais vu auparavant. On le mena dans une pièce éclairée uniquement par des lustres rouges. Une longue table en verre s'étendait d'un bout à l'autre de la salle. Pas d'assiette. Pas de chaise. Juste cette table, et une musique classique, qui tournait en boucle, presque déformée. Puis Didi entra. Nu. Complètement nu. Il lui fit signe, allonge-toi. Respire. C'est la communion. Brad s'arrêta, le visage indéchiffrable. Je ne voulais pas. Mais il me regarda comme si le choix n'existait plus. Alors je l'ai fait. Il décrivit comment ils étaient allongés côte à côte. Tous deux exposés. Vulnérables. Entourés de miroirs. Aucun mot échangé. Aucun repas servi. Juste leur respiration. Je pensais que c'était de l'art, une sorte de performance abstraite. J'avais envie d'y croire. Mais après le 3e dîner, Brad remarqua des détails. De petites lentilles noires dans les luminaires. Des reflets étranges dans les miroirs. J'ai compris que nous étions filmés. Il confronta Didi. Lui demanda si c'était une production quelconque. Didi aurait alors souri et répondu. Personne ne croit en l'art s'il n'est pas archivé. Cette nuit-là, Brad rentra chez lui, le cœur battant, la tête pleine de soupçons. Il fouilla chaque recoin de sa maison, à la recherche de caméras cachées. Puis, dans un moment de panique mêlée à de la lucidité, il arracha le miroir de sa propre salle de bain. Je ne savais plus si j'étais devenu paranoïaque ou si je voyais enfin les choses telles qu'elles étaient vraiment, mais une chose était certaine, je n'étais plus en sécurité. Sa voix baissa de nouveau lorsqu'il tourna son regard vers le jury. Je n'étais pas nourri, dit-il. J'étais documenté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne savait même pas s'il avait été le seul invité à ces dîners, ou juste le seul à ne pas vouloir y retourner. Les mains de Brad Pitt se crispèrent sur le rebord de la barre des témoins, alors qu'il s'apprêtait à raconter ce qu'il appelait lui-même le point de rupture. Ce n'était pas seulement les douches, murmura-t-il, ni les dîners. C'était ce qui venait après. Ce que Didi appelait le pacte. Brad témoigna que plusieurs semaines après le 3e dîner silencieux, il reçut un colis livré directement chez lui. À l'intérieur, un seul document, relié dans un cuir bleu marine profond, avec des lettres dorées sur la couverture. On pouvait lire « Accord de bien-être, protocole de communion privée ».
J'ai d'abord cru que c'était une blague, dit Brad en baissant les yeux. Mais le document avait une valeur légale. Il portait la signature de Didi, un sceau de notaire, et mon nom figurait en haut. Le contrat énumérait des termes que Brad décrivit comme psychologiquement intrusifs. Parmi les clauses, aucune reconnaissance verbale des expériences de purification commune, aucun commentaire sur le format des rassemblements, y compris le lieu, la durée ou la tenue. Tout silence devait être interprété comme consentement. Je ne l'ai pas signé, affirma Brad, mais cela n'avait apparemment aucune importance. Selon lui, les choses commencèrent à changer dans les jours qui suivirent. Les gens cessèrent de répondre à ses appels. Un projet caritatif qu'il négociait avec une entreprise tech disparut sans explication. Des rumeurs commencèrent à circuler, affirmant que Brad était instable, en crise, peu fiable. Et puis, les cadeaux arrivèrent. Il décrivit une série de livraisons étranges envoyées à plusieurs de ses propriétés. Des bâtonnets d'encens imprégnés d'un produit chimique inconnu, des bougies noires en forme de silhouettes humaines sans visage, une plume blanche unique enfermée dans du verre. J'ai demandé à mon assistant de tracer l'origine, mais aucun expéditeur, aucune adresse. Rien. La goutte d'eau, ce fut un mot manuscrit glissé sous son portail, en pleine tempête. Le papier était gondolé par la pluie, mais les mots étaient encore lisibles. Tu es dans la fraternité maintenant. Ne brise pas le cercle. Brad fit une pause et leva les yeux, la voix tremblante. Je ne sais pas ce qu'ils entendaient par fraternité, mais je sais que je n'ai jamais été invité. J'ai été pris. La salle d'audience resta figée, comme si le temps s'était arrêté. Les gens pensent que le pouvoir est un choix, dit-il. Mais quand quelqu'un comme Didi décide que vous êtes son projet, il n'y a plus de choix, juste un labyrinthe, et chaque porte vous ramène à lui. Brad regarda directement le juge. Je n'étais pas sous contrat. Je n'étais pas en affaire avec lui. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais quand même possédé. Le visage de Brad Pitt était blême sous la lumière de la salle. La tension s'intensifia lorsque le procureur demanda, « Monsieur Pitt, avez-vous tenté de confronter directement Monsieur Combs ?» Brad hocha lentement la tête. Oui, une fois, en 2021. Il expliqua que l'occasion s'était présentée lors d'un rassemblement privé à Miami, une des fameuses soirées sur invitation de Didi, fréquentée par l'ultra-élite. Brad n'était pas sur la liste des invités. Il s'était présenté sans prévenir. J'avais besoin de le voir, de le dire à voix haute, de briser le sortilège. Il décrivit la maison, des murs en velours plongés dans une lumière tamisée, un groupe de jazz live dans une pièce, une musique électro dans une autre. C'était comme entrer dans deux mondes à la fois. L'un pour les apparences, l'autre pour l'obéissance. Il trouva Didi dans un salon calme à l'étage, seul, en train de boire, comme s'il savait que Brad viendrait. Je suis entré et je lui ai dit que je ne voulais plus faire partie de son monde. Que je n'étais pas là pour ses rituels. Que ce qu'il pensait être une amitié, ne l'était pas. Didi ne cria pas, ne protesta pas. Il sourit simplement. Tu peux partir, lui dit-il, selon Brad. Mais tu ne seras plus jamais pur. Brad s'interrompit, sa voix devenant plus douce. Cette phrase m'a brisé. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était vraie. Moins d'une semaine après cette confrontation, Brad déclara que les conséquences commencèrent. Un contrat cinématographique majeur, en phase finale, échoua brutalement. Son agence devint distante. Les appels restaient sans réponse. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas des décisions d'affaires. C'était de la pression. Un avertissement. Brad ajouta qu'un des producteurs du film annulé lui avait envoyé un message tard dans la nuit. Un message qu'il supprima plus tard, par peur. Tu as contrarié quelqu'un qu'il ne fallait pas. Je ne peux plus t'aider. Il fixa le sol. Je croyais avoir dépassé la peur. Je me pensais trop vieux, trop célèbre, trop protégé. Mais quand tu fais face à quelqu'un comme Didi, tu comprends que la célébrité n'est qu'une monnaie de plus dans son monde. Et lui, il possède la banque. La salle d'audience demeura silencieuse. Le seul bruit était celui régulier du clavier de la greffière, capturant chaque syllabe d'un homme en train de défaire des décennies de silence. Je ne me suis pas éloigné de Didi, murmura Brad. C'est lui qui m'a relâché, mais seulement après m'avoir rappelé ce qu'il possédait encore. Brad Pitt resta immobile, les yeux fixés sur le devant de la salle. Sa voix, plus faible qu'avant, portait une nouvelle nuance, une vibration entre la honte et la rage.
Je croyais que tout était fini après Miami, reprit-il. Je croyais que si je baissais la tête, si j'arrêtais de parler, d'interroger, il m'oublierait. Mais Didi n'oublia pas. Au printemps 2022, Brad témoigna qu'on frappa à son portail privé à Los Feliz. Ce n'était ni une livraison, ni une voiture. Juste un homme, seul, tenant une boîte noire lisse. Je ne le connaissais pas, dit Brad. L'homme la tendit à son assistant, puis partit sans un mot. Pas de mots, pas d'étiquette. À l'intérieur de la boîte, un paquet de photos. Brillantes, haute résolution, mise en scène. Des images de moi dans le sous-sol, sous la douche, vues d'en haut, de côté. Il y avait des angles que je ne soupçonnais même pas. Et dans plusieurs d'entre elles, Didi était là. Souriant. Posé. Fier. Les photos n'étaient pas sexuelles, mais elles étaient intimes, manipulatrices, violentes. C'était ça, le but. À côté des photos, un seul objet, une clé USB. Brad expliqua avoir hésité des heures avant de l'ouvrir. Quand il le fit enfin, c'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des extraits vidéo des dîners silencieux. Des images auxquelles je n'avais jamais consenti. Moi, Didi, la table. Une vidéo le montrait en train de me murmurer à l'oreille. Je ne me souvenais pas de ce moment, mais il était là. Puis vint le dernier clip. Lui, seul, face à la caméra. Il disait, il y a une beauté dans le pouvoir, surtout quand il est emprunté. Tu as emprunté le mien, Brad. Souviens-toi de ça. Brad fit une pause, visiblement bouleversé. Cette nuit-là, j'ai compris que ce n'était pas du chantage. C'était une preuve. Une preuve qu'il possédait quelque chose de sacré. Mon silence. Ma soumission. Le lendemain matin, il appela son avocat. Celui-ci lui conseilla de ne pas riposter, de ne rien dire. C'est trop dangereux, lui dit-il. Tu vas tout perdre. Alors Brad se tut. Mais les photos le hantaient. Il les transféra dans un coffre sécurisé. Mais il dit encore rêver d'elle. Ressentir la chaleur de la douche. Entendre encore cette phrase. Tu ne seras plus jamais pur. Alors qu'il terminait cette partie de son témoignage, la voix de Brad se brisa. Je pensais que Didi voulait des amis. Ensuite, j'ai cru qu'il voulait de la loyauté. Mais aujourd'hui, je connais la vérité. Il voulait des trophées. Et j'étais l'un d'eux. La salle d'audience était figée, l'air si lourd qu'il semblait pouvoir s'effondrer. Brad Pitt réajusta le micro, se pencha en avant, et lorsqu'il parla, il y avait quelque chose de brut dans sa voix. Un mélange de défi et de fatigue émotionnelle profonde. On dit que parler, c'est se libérer, dit-il. Mais je ne me suis pas senti libre en décidant de venir ici. J'étais terrifié. Brad expliqua qu'après avoir reçu la fameuse boîte noire contenant les images, il avait vécu pendant plus d'1 an dans une forme de tourment silencieux. Il cessa d'assister à la plupart des événements, se retira de la presse, évita certains collègues. Mais quelque chose avait changé. J'ai vu les images du procès, le témoignage de Cassie Claharis. Et là, j'ai compris. Je n'étais pas une exception. J'étais un motif. Il confia avoir recommencé à avoir des flashbacks. De longues crises d'éveil durant lesquelles il revivait le son de la douche du sous-sol qui s'enclenche, ou l'écho de pas derrière la table en verre. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus appeler ça un malentendu ou une étrange amitié hollywoodienne. C'était plus profond. C'était une sorte de programmation. Puis un jour, il reçut un autre appel. Numéro masqué. Aucune indication de l'appelant. Une voix, calme, presque mécanique, lui dit simplement. Dis-lui de la fermer, sinon on la fermera pour lui. Ce n'était ni criard, ni précipité. C'était posé. Glacial. Comme répété à l'avance. Brad raconta qu'il était resté silencieux 1 minute entière après avoir raccroché. Puis, il prit une décision. Ce soir-là, j'ai tout écrit. Chaque détail dont je me souvenais. J'ai dit à mon équipe que j'allais témoigner. Il s'attendait à des réticences. Mais la réaction le surprit. Mon manager a pleuré. Il m'a dit, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas à quel point c'était grave. Ce fut le premier moment où Brad comprit qu'il n'était pas seul à porter le poids de cette histoire. D'autres avaient vu les signaux.
D'autres avaient ressenti la pression. Mais personne n'avait su lui donner un nom. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ni parce que je déteste Sean Combs. Mais parce que si je gardais le silence, je devenais exactement ce qu'il avait fait de moi, un accessoire. Il se tourna vers le jury. Je ne suis pas une victime en quête de sympathie. Je suis un homme qui essaie de faire la paix avec les parties de lui-même restées coincées dans ce sous-sol. Et sur ces mots, Brad se recula, comme si le poids qu'il portait depuis si longtemps venait, ne serait-ce qu'un peu, de se déplacer. Ces derniers mots à la barre n'avaient rien d'un discours préparé. Rien de cinématographique. C'était la voix d'un homme au bord de quelque chose, de la douleur, de la rédemption, peut-être même de la clarté. Le procureur lui laissa une dernière chance. « Avez-vous autre chose à dire à la cour, monsieur Pitt ?» Brad inspira profondément. Puis il regarda, non seulement le jury, mais l'ensemble de la salle. Sa voix était plus douce, mais toujours ferme. J'ai joué de nombreux rôles dans ma vie. J'ai foulé une centaine de scènes, récité les textes d'esprit brillant. Mais ce que j'ai vécu avec Sean Combs, ce n'était pas un scénario. Ce n'était pas un personnage. C'était réel. Et ça a failli m'effacer. Il parla d'identité. De la manière dont la célébrité, la richesse, l'image, l'avaient un temps fait se sentir intouchable. Mais Didi, lui, voyait au-delà. Il ne se souciait pas de la star. Il se souciait du silence. Du contrôle. De cette capacité à faire sentir à quelqu'un comme moi, qui avait tout, qu'il n'avait plus rien. Il se souvint d'une nuit, seul, des mois après leur dernière rencontre. Debout dans sa salle de bain, l'eau coulant, regardant le sol de sa douche. Je ne pouvais pas entrer. Je suis resté là 20 minutes, à trembler. Parce que ce n'était plus une douche. C'était un souvenir que je ne pouvais pas effacer. La galerie restait figée. Brad se tourna alors, pour la première fois, directement vers Didi. Leurs regards se croisèrent. L'air entre eux semblait se densifier. Tu ne m'as pas brisé. Mais tu as fait pire. Tu m'as fait douter de qui j'étais. Il soutint ce regard longuement, avant de revenir vers le juge. Je ne suis pas ici pour sauver mon image. Ni pour protéger mon héritage. Je suis ici pour tracer, enfin, une ligne dans le sable. Tu ne contrôles plus mon silence. Il conclut son témoignage par une phrase, une seule, qui résonna entre les murs et resta suspendue bien après qu'il eut quitté la barre. Tu appelais sa connexion. Tu appelais sa confiance. Mais ce que tu avais bâti, c'était une prison. Et j'ai purgé ma peine. Le juge annonça une pause. La salle ne s'agita pas. Aucun cri. Aucun applaudissement. Seulement un silence dense, chargé de ce qui venait d'être révélé. Brad Pitt avait témoigné. Et désormais, le monde devait décider quoi faire de la vérité qu'il avait laissée derrière lui. Lorsqu'il quitta la barre, le silence dans la salle d'audience était sans précédent depuis le début du procès Didi. Pas un murmure. Pas un mot. Juste une immobilité haletante, comme si l'air lui-même avait été aspiré. Il ne se retourna pas dehors, le monde avait déjà changé. Des dizaines de journalistes, figés, le regardaient. Les caméras étaient braquées, mais aucun mot n'était encore prononcé. Sur les directs de toutes les grandes chaînes, les bandeaux affichaient la même nouvelle, avec quelques variations. Brad Pitt témoigne contre Sean Diddy Combs lors d'une révélation explosive du jour 14. À l'intérieur, le juge Holloway resta immobile durant plusieurs secondes, avant de déclarer calmement la pause. Le jury fut escorté hors de la salle. La plupart avaient la tête baissée, certains s'essuyaient les yeux. Car ce qui venait de se produire n'était pas qu'un témoignage. C'était une déchirure. Du mythe de la célébrité. De l'intimité. Et du mensonge selon lequel des hommes comme Didi et Brad Pitt vivaient à des extrémités opposées du spectre culturel. Car en vérité, ils avaient partagé un sous-sol. Un silence. Un secret. Et désormais, un seul faisait encore semblant que cela n'avait pas existé. Les analystes juridiques envahirent les ondes avec leurs commentaires. Certains remettaient en question le timing. D'autres parlaient de suicide professionnel. Mais ceux qui l'avaient vu parler, qui avaient écouté, savaient que ce n'était pas une stratégie. C'était une libération. Brad Pitt n'avait rien à gagner. Aucun album à vendre. Aucun film à promouvoir.
Il s'était tenu là, dépouillé de sa célébrité, et avait nommé la chose qui le hantait depuis des années. Une productrice présente dans la salle confia à une journaliste. Je couvre des procès fédéraux depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu un homme aussi célèbre paraître aussi brisé. Ou aussi courageux. Ce soir-là, le nom de Brad fit le tour du monde. Pas pour un rôle. Pas pour un scandale. Mais pour la vérité. Et quelque part, dans un coffre derrière des portes verrouillées, ces enregistrements et photos qu'utilisait autrefois Didi pour exercer son pouvoir étaient désormais des preuves, mises en lumière. Car au 14e jour, Brad Pitt ne s'était pas contenté de témoigner. Il avait brisé l'illusion selon laquelle le silence te protège.